Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Donc, nous nous retrouvons tous les dimanches matins sur la radio RFA, avec 3 fréquences, 88.3, 93.6, 105.9. Émission que vous pouvez suivre aussi sur Internet, rfaradio.fr, et que nous reproduisons depuis quelques semaines en direct sur Facebook. Donc, merci de votre attention. Comme d'habitude, nous allons parler d'événements d'actualité et de situation internationale, mais le but de cette émission n'est pas tant de présenter d'événements d'actualité pour satisfaire notre curiosité intellectuelle. Nous voulons surtout proposer des éléments qui assoient la réflexion sur les questions générales pour favoriser notre compréhension et définir nos voies d'action. C'est pour ça que, justement, aujourd'hui, avant de traiter les faits d'actualité qui concernent la Martinique dans un premier temps et la situation internationale dans un deuxième temps, j'aurais souhaité réfléchir, partager avec vous un certain nombre de réflexions quant à une question importante que beaucoup de gens se posent, et de plus en plus, parce que nous sommes en quelque sorte dans une situation pré-révolutionnaire. Tout le monde sent que les choses ne vont pas, il y a quelque chose qui va se passer, mais en même temps, beaucoup de gens sont sceptiques sur la capacité de changer le système, de renverser fondamentalement le système. Alors, parce qu'effectivement, les classes dominantes, les gouvernements qui les représentent, disposent d'institutions tellement puissantes, avec l'appareil judiciaire, les forces armées qui répriment les mouvements, les moyens de chantage divers, que beaucoup de gens qui ont déjà lutté, qui ont mené des combats sur le front syndical, dans des comités, qui ont suivi des partis, qui ont fait des promesses non tenues, eh bien, ils ne pensent pas pouvoir renverser un système tellement puissant et bien organisé. Alors, le doute est légitime, mais il est aussi paralysant. Et il nous faut comprendre dans quelle mesure nous pouvons renverser le système capitaliste. Parce que nous pouvons le renverser. Alors, si nous avons des doutes, nous pouvons jeter un regard sur le passé, sur notre histoire, sur l'histoire de l'humanité. Et nous allons réaliser que des classes dominantes se sont succédées, des répressions massives, des génocides ont été perpétrés. Mais ces classes-là ont été renversées au fur et à mesure, et d'autres classes dominantes, certes, les ont remplacées. Alors, il nous faut bien comprendre, mais comment ces classes-là ont pu être remplacées, et pourquoi d'autres ont pu prendre leur place, et renverser, j'allais dire, et d'autres ont pu prendre leur place. Et en fait, comment devrions-nous mener notre combat pour être certains que les classes, ce système qui nous opprime, qui nous oppresse, puisse être balayé? Alors, j'ai parlé de regard sur le passé. Nous allons prendre l'exemple des révolutions bourgeoises en Europe, et particulièrement en France, puisque dans les écoles, on apprend 1789, le système féodal et la République, etc. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on parle d'une situation où le système féodal permettait que des classes minoritaires de seigneurs, d'aristocrates, dominent l'ensemble de la population. Leur puissance était comparable à celle des classes dominantes. Et encore pire, puisqu'ils utilisaient les religions pour vous accuser d'être hérétique, pour vous brûler sous la place publique. Les seigneurs avaient le droit de cuissage sur les femmes de leur domaine. Le roi avait tous les droits. Représentant Dieu, il avait le droit de condamner, d'exiler, et de donner des terres, de saisir des terres. Et pourtant, ce système-là a été renversé. Alors, il a été renversé pourquoi?
Parce que l'intérieur même de la société a créé les conditions de transformation qui faisaient qu'il ne pouvait pas rester en place. Ce pouvoir féodal ne pouvait pas rester en place. Nous ne nous écartons pas du sujet, nous parlons d'histoire, mais c'est pour plus tard faire le parallèle avec la situation actuelle. Sous le système féodal, les seigneurs possédaient des domaines. C'est là que l'essentiel de la production se faisait, ils avaient leurs privilèges, mais le développement des forces productives, des moyens d'avoir des produits agricoles, artisanaux, ce développement-là a connu une accélération qui obligeait à la naissance et au développement d'une classe de marchands, de bourgeois marchands. Donc ils allaient sur les marchés, ils concentraient, ils vendaient, et cette classe-là s'est enrichie. C'est elle qui détenait l'or, que plus tard ils prêtaient même à des seigneurs, ils prêtaient même au roi. Donc ils avaient la puissance financière et ils étaient indispensables à la circulation économique. Mais de plus, ils étaient de plus en plus intellectuellement au fait de toutes les questions, d'une part parce que la comptabilité, ça demande plus de réflexion et de compétences que de dépenser des pistoles dans les chasses ou dans les banquets, parce que la colonisation a permis que cette bourgeoisie marchande rentre en contact avec toutes les connaissances de l'humanité pour capitaliser celle-ci, pour s'instruire. Et cette classe, donc, est devenue non seulement indispensable à l'économie, mais intellectuellement supérieure à la classe dominante. C'est ce qu'on appelle les conditions objectives, l'organisation de la société, et les conditions subjectives, les idées. Parce que avec cette connaissance, ce pouvoir, ils ont pu développer leurs idées. Ils ont pu organiser des associations sur la base de leur compréhension du monde et de leurs revendications. Donc, conditions objectives qui les mettent en position de force et conditions subjectives qui leur permettent de prendre une direction révolutionnaire. Ça a conduit aux révolutions bourgeoises en Europe. L'aristocratie, les monarchies ont été renversées. Il y en a qui subsistent, mais qui ont un rôle d'apparat, de parasites. C'est le principe du développement des sociétés. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les conditions objectives et les conditions subjectives se réunissent pour pouvoir se débarrasser de la classe dominante. C'est quelque chose de scientifique, il nous faut comprendre cette affaire-là, puisque la façon dont les capitalistes suçaient la société, donc employaient des ouvriers qu'ils surexploitaient, dominaient sans partage des colonies, ces conditions objectives-là ont changé. Aujourd'hui, on est dans le règne de l'informatique, de la bureautique, on est dans le règne de la circulation de l'information qui permet à beaucoup plus de gens d'accéder au savoir. On voit le parallèle avec la bourgeoisie. Et le système même ne peut plus vivre. L'aristocratie ne pouvait plus vivre parce qu'elle n'avait plus les finances, parce qu'elle n'avait plus le contrôle de l'économie. C'est la bourgeoisie qui l'avait prise. Aujourd'hui, les dirigeants capitalistes n'ont pas suffisamment de prise sur l'économie. Pourquoi? Parce que le capital, l'argent, s'est détaché de l'économie réelle. On a une caste de spéculateurs qui détiennent la majeure partie des capitaux et puis qui achètent, qui vendent des actions pour faire de l'argent tout de suite. Quand une usine se ferme, licencie 10 000 personnes, qu'ils abandonnent un pays pour aller prendre du pétrole moins cher ailleurs, ça ne leur pose pas de problème. Leur problème, c'est d'avoir des dividendes immédiatement, des revenus immédiats. Donc cette coupure-là entre le monde de la finance et l'économie réelle fait que le système ne peut pas fonctionner. Donc, d'autre part,
les contradictions qu'il y a entre les différentes puissances économiques, la Chine qui devient la première, mais d'autres, l'Inde, bref, les pays émergents, comme on les appelle, font que les multinationales et les pays impérialistes qui contrôlaient les courants commerciaux, les zones où on prenait les matières premières, etc., eh bien, tout cela a basculé. Et les classes dominantes impérialistes, aujourd'hui, les multinationales même, n'ont pas les mêmes possibilités de disposer des richesses pour garantir leur hégémonie. C'est ça, les conditions objectives qui ont changé, qui font que le système ne peut pas durer. Et puis, il y a les conditions subjectives. J'ai déjà fait allusion au fait que plus de gens ont accès au savoir. Les technologies qui demandent à être vendues massivement, smartphones, Internet, etc. Mais malgré eux, des moyens de communication et des moyens d'accès à la formation qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors bien sûr, on essaie de faire de la censure, on essaie de fermer des comptes, on essaie de faire de la contre-information, on essaie de faire des émissions pour abêtir la population, mais en face, eh bien, ceux qui luttent contre le système, ce ne sont pas quelques révolutionnaires qui écrivaient des livres qui pouvaient être saisis, un petit exemplaire, et qui circulaient sur le manteau. C'est mondialement que l'information circule. Donc, conditions subjectives, conditions objectives font que le système est fortement appelé à disparaître. Mais alors, ce qui se passe, c'est que dans ces mouvements où un système disparaît et un autre vient, il y a des révolutions qui accélèrent, qui peuvent, comme on a parlé de la révolution bourgeoise en France, qui peuvent faire que le système va tomber plus ou moins vite. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui explique que des révolutions puissent se faire et puis aboutir très rapidement à la chute d'un système quand les conditions objectives et subjectives sont réunies, ou bien que ça traîne, que le système arrive à se réadapter. Alors, tout simplement, il faut savoir que on a des conditions qui sont réunies, mais pour que le peuple se rassemble et se mobilise de façon assez conséquente pour renverser le système, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait des hommes, des personnes, des hommes ou des femmes d'ailleurs, dont on ne parle pas tellement dans l'histoire, qui comprennent bien le système et qui savent exactement où attaquer, comment attaquer pour accélérer sa chute. Des organisations qui se forment pour mener la lutte et renverser le système. Alors, si ces organisations-là, si ces hommes et ces femmes-là ont une clairvoyance, une lucidité suffisante, évidemment, on peut renverser le système plus rapidement. Si ce n'est pas le cas, si ce sont des gens qui se révoltent parce qu'ils en ont marre, parce que de l'eau dépasse farine, etc., il faut se battre, on aura des mots, on va mettre des gens au pouvoir qui sont des traîtres, qui vont varier, et évidemment, la transformation sera beaucoup plus lente. Alors, c'est là qu'on doit poser la question de la formation et de la connaissance. Parce que, vous le savez, il y a toute une campagne qui est menée par les classes dominantes et par les intellectuels qui sont au service des classes dominantes pour que les ouvriers, les paysans, les intellectuels honnêtes n'accèdent pas aux théories et aux connaissances scientifiques qui leur permettraient justement de voir comment analyser, où attaquer, où frapper pour accélérer le processus révolutionnaire. Il y a une campagne qui est menée pour dire, par exemple, le syndicalisme est dépassé, l'idéologie c'est fini, et la plus belle des illustrations, c'est la campagne qui est menée contre le marxisme. Ah, pourquoi le marxisme? Beaucoup de gens, en entendant simplement ça, vont associer le mot à goulag, à torture, à Staline, etc. Ah, moi, pas de parler de ça. Mais le marxisme, ce n'est pas du tout ça. Le marxisme, c'est une science, une théorie où des gens ont étudié, mais pourquoi il y a des révolutions, pourquoi les gens font ceci, pourquoi les gens font cela, et qui ont
qui sont arrivés à des résultats scientifiques pour comprendre comment on passe d'une société à une autre. C'est exactement, sur le plan théorique, la même dynamique que des gens qui ont fait des études pour comprendre qu'est-ce qui produit des maladies, qu'est-ce qui produit des fièvres, comment soigner, etc. Comment opérer, comment enlever la vésicule biliaire. Il y a une science qui s'est élaborée. Alors, on a la science qui concerne les maladies, l'agriculture et tout, dont on connaît les résultats, personne ne peut nier cela. Et on sait très bien que s'il y a des gens qui n'appliquent pas sérieusement ou bien qui détournent la science dans des intérêts mercantiles, ce sont ces gens-là qui sont à condamner, mais ce n'est pas la science, ce n'est pas la chirurgie qu'on met en cause. Les gens qui vendent des produits folâtés, des médicaments, médiators, etc., sont des scélérats. Mais personne ne va remettre en cause la nécessité de la médecine et des soins chirurgicaux, par exemple. Eh bien, sur le domaine de la théorie, il y a des gens qui utilisent les connaissances scientifiques qui permettent d'analyser la réalité pour tromper les peuples, tromper les ouvriers, etc. Alors, on rejette un bloc. Et puis on dit, bon, on ne va pas réfléchir à ces théories-là. Mais si on ne réfléchit pas, si on ne maîtrise pas les théories qui permettent d'analyser la société et de définir les moyens d'action, ben on va perdre. Souvent, je le rappelle, les officiers supérieurs de l'armée française étudient le marxisme-léninisme comme science indispensable pour organiser leur stratégie de domination. Dans le livre, le manuel de formation des officiers supérieurs de l'armée française, il y a un chapitre bien épais sur le marxisme qu'il faut connaître pour pouvoir analyser. Parce que dit, à titre d'exemple, on ne va pas faire un cours de marxisme aujourd'hui, mais pour aller très rapidement, je ne prends qu'un exemple. Que nous dit la théorie scientifique du marxisme? Les idées que les gens ont, les idées qu'ils développent et qui conduisent leurs pratiques, leur comportement, ne viennent pas spontanément, de façon innée, ou par gentillesse ou par méchanceté, mais c'est lié à leurs conditions de vie, leur situation de classe, leur entourage, leur environnement, etc. Mais c'est une certitude scientifique qui est utilisée par tous ceux qui font de la publicité. On va faire une affiche qui correspond au cadre de 40 ans pour vendre tel produit. C'est l'application de la théorie scientifique marxiste. Mais il y a des gens qui refusent qu'on utilise, qu'on étudie même cette théorie-là, dans le seul but de maintenir le système tel qu'il est. Parce que si les ouvriers, si les révolutionnaires, de plus en plus nombreux, apprennent à analyser la société, les rapports de force, les conditions objectives et subjectives qui doivent être réunies pour transformer la société, ça va accélérer le processus révolutionnaire. Donc les réactionnaires qui tiennent à ce que les rapports de classe injustes subsistent, que donc le système capitaliste subsiste, iront dans un meeting fait par des révolutionnaires ou par des militants pour déclarer le marxisme, Marx est au service de l'ordre mondial pour dominer le monde. Jamais cette personne-là ne dira ce que dit le contenu de la théorie. Mais il va asséner ça pour continuer à diaboliser la science qui pourrait permettre aux révolutionnaires d'avancer plus vite. Tout cela pour dire que la formation et la réflexion sont des armes indispensables pour que les processus révolutionnaires aboutissent au renversement des classes dominantes le plus rapidement possible, que la bonne volonté, la sincérité ne suffisent pas. Parce qu'on se rebelle, mais ceux qui sont en face ont des théories, ils ont des psychologues, ils ont des propagandistes structurés pour mener ce combat-là.
il s'agit d'une guerre qui se mène, bien sûr, sur le front des militaires, les répressions, etc., mais essentiellement sur le front idéologique, parce que quand l'ennemi aura paralysé la réflexion, notre bonne volonté, notre rébellion, notre sincérité nous conduira dans un mur et nous serons absolument éliminés. D'autant plus que la bonne volonté et la sincérité n'enlèvent pas le formatage qui a été organisé, qui a été planifié par les classes dominantes depuis l'école, l'université, notamment l'idée que c'est moi qui vais sauver le monde, les autres sont des cons, etc. Et si on est un révolutionnaire sincère, si on est un militant sincère, on doit comprendre qu'on doit se débarrasser de tout individualisme, de tout élitisme, voir partout où l'on peut avoir des échanges d'expériences, des complémentarités, où on peut construire la pensée collective qui seule pourra affronter la domination de classe. Comme aime à le dire le camarade Thierry, l'ignorance mène à la servitude et c'est la connaissance qui est la clé du pouvoir. Alors, quand j'ai fait cette présentation-là, c'est pour que dans l'analyse des situations nationales et internationales, nous l'ayons en arrière-plan et pour que nous puissions en tirer des conséquences. Alors, on arrive à la situation intérieure. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Mais j'ai retenu, je vous propose donc de rester sur deux aspects. La suite des destructions de statuts, numéro 1, et 2, la stratégie du préfet représentant la France concernant la répression des militants anti-chlordécone. Alors, on commence par la question des statuts. Dimanche dernier, vous vous souvenez que nous avions parlé d'une belle victoire du peuple martiniquais et des militants martiniquais qui avaient trouvé un consensus pour ne pas aller vers la porte du tricentenaire, éviter des déchirements entre le peuple, au sein du peuple martiniquais, et qui avaient organisé des échanges, qui avaient organisé des distributions de repas pour les SDF. Et nous avions dit que c'était une victoire qui avait déjoué le plan des représentants de l'administration française ici. Mais après cet événement-là, on apprend deux choses par les médias. Un, une statue du Christ qui a été peinte en noir et entourée de tissu grâce à rivière Salée. Et deux, un buste de Gandhi qui a été renversé à Fort-de-France. Première remarque, les statues et symboles coloniaux qui ont été renversés par les militants qui dénonçaient la pensée coloniale, cet acte a été revendiqué ouvertement par les militants. Ils ne se sont pas cachés. Ils n'ont pas fait ça cagoule en tête. Ils se sont laissés filmer. Ils ont dit, nous faisons cette action-là. Est-ce que nous avons le même cas de figure pour ce qui concerne la statue de Jésus-Christ et le buste de Gandhi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient dire, c'est moi qui ai fait ça, et je fais ça pour telle raison? C'est vrai que sur la statue de Gandhi, on a mis un slogan qui peut rattacher à la lutte menée par les militants. Gandhi nécrophone. Donc il pourrait faire croire qu'il y a une volonté politique. Mais nous avons bien vu cette différence entre des gens qui revendiquent et des gens qui ne revendiquent pas. Nous avons noté aussi que personne n'avait revendiqué le renversement du buste des proches. Alors l'analyse que nous pouvons faire, c'est que ceux qui font ça, qui ont fait ces actes-là, peuvent être soit des gens qui sont convaincus qu'ils mènent un combat valable, même si on n'est pas d'accord avec la cible, ou bien soit des provocateurs qui font exprès pour mener, à diaboliser les militants. Comme il y a une victoire qui avait responsabilisé, il faut à tout prix qu'on maintienne l'idée que ce sont des bandits qui ne respectent pas. Alors, nous ne savons pas, nous n'avons pas d'éléments pour dire qui a fait ça, puisque c'est anonyme.
Mais nous avons quand même possibilité de réfléchir sur les possibilités et surtout sur les conséquences de ces actions-là. Prenons le cas de Jésus-Christ, qui a été peint en noir. Imaginons un instant que ce soit des gens sincères, parce qu'il existe des gens qui défendent l'idée que Jésus-Christ était noir et que les Occidentaux l'ont présenté en blanc pour inférioriser la race noire. Imaginons que ce soit ces gens-là qui ont fait. On va parler des conséquences de leur acte. Mais si ce ne sont pas eux, si ce sont des provocateurs, pourquoi ont-ils fait cela? Alors, ça nous amène à dire aux gens, à la population, la première chose, évitons toute généralisation et évitons de juger les militants à partir d'un acte dont on ne sait pas qui l'a fait et dont on ne sait pas les ressorts profonds. C'est débagaillé. Nous ne passons pas mettre ça en les comptes des gens qui défendent l'idée à visage découvert. Parce que s'il s'agit de provocateurs pour diaboliser, à plus forte raison, il ne nous faut pas tomber dans le piège, mais s'il ne s'agit pas de provocateurs, il s'agit de dire à ces personnes-là, réfléchissez aux conséquences. Quelles seront les conséquences de cette action? Est-ce que vous allez renforcer l'unité du peuple martiniquais, des 80% de Martiniquais qui croient à la religion chrétienne, même si cela c'est le fruit du travail de la colonisation, même si cela a été imposé, le résultat c'est que 80% de cette population croient vraiment à la religion chrétienne. Quand on a fait cet acte-là, est-ce que c'est pour unir le peuple, pour accélérer la lutte pour la décolonisation? Est-ce que c'est ce résultat qu'on cherche? Si on est sincère, on doit se dire, oh, il y a un problème là. Je le disais à des camarades très amicalement, ma mère c'était une chrétienne fondamentale, elle est décédée maintenant, elle soutenait notre combat, mais ma mère serait encore vivante, elle aurait vu ça, elle se serait détournée de mon combat. Nous cherchons la cohésion du peuple ou nous cherchons à diviser le peuple. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Qu'est-ce que cette action-là, à ce moment-là, change fondamentalement dans notre lutte révolutionnaire et dans notre lutte pour la décolonisation, sinon qu'elle divise le peuple. D'autant plus qu'elle est obligatoirement récupérée par les ennemis. Monsieur le préfet s'est fendu de communiquer pour dénoncer ça. Alors le peuple, vers qui va-t-il se rapprocher? Vers le préfet qui dénonce un acte qui a frappé un symbole religieux, ou bien vers des militants à qui on attribue abusivement toutes sortes d'excès qui pourraient se faire dans la population. On doit réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait, mais au-delà de la question de la stratégie, du pragmatisme, de la communication, il y a une question de fond qui se pose. C'est le respect des croyances des uns et des autres. Je dois respecter les croyances de ces personnes-là qui sont chrétiennes. Quand je m'attaque à leurs croyances sans pédagogie, je n'ai pas fait une conférence pour dire, vous savez que Jésus-Christ était noir, vous savez que l'Église a soutenu l'esclavage, ce qui aurait pu être productif dans leur prise de conscience. Je n'ai pas fait ça. Mais je vais attaquer ce qui, pour eux, le Christ, correspond à leur espérance. Marx, on a parlé de marxisme tout à l'heure, disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Il y a des gens qui ont déformé le sens de ce qu'il avait dit. Mais réfléchissons. Quand un peuple souffre, quand un peuple n'a pas d'illusion, d'espoir, et puis qu'il a un récit religieux qui lui fait supporter ses souffrances et lui donne l'espoir qu'il sera dans la félicité après, c'est comme quand quelqu'un qui souffre du cancer, au dernier moment, on lui donne de la morphine pour qu'il ne ressente pas les douleurs, pour améliorer ses conditions de vie. C'est dans ce sens-là qu'il nous faut prendre
l'assertion que la religion c'est l'opium du peuple. Mais au-delà de ça, si on admet cette idée, quand on va accepter de respecter les croyances du chrétien, de ne pas attaquer ce en quoi il croit, sans avoir échangé avec lui, sans avoir accepté même qu'on ait des différences tout à fait profondes sur le sens de l'acte religieux, eh bien, on n'aide pas son peuple. D'autant plus que, si l'on peut comprendre l'explication donnée par certaines personnes qui disent la religion chrétienne a été imposée, elle a servi à cautionner l'esclavage pendant longtemps. En France, elle a servi à cautionner les tortures subies par les serfs. Eh bien, la religion chrétienne, dans son essence, était venue et née en opposition avec les dominations romaines et les dominations de classes dominantes. Qu'il y a des gens au départ de la religion chrétienne qui ont donné espoir et qui ont fait des actions de solidarité, d'amour. Et dans tous les sèmements de cette religion de par le monde, les hiérarchies ont servi à dominer, mais il y a eu des confréries, des partis de la religion chrétienne qui ont effectivement fait du travail caritatif sincère. Il y a des chrétiens qui ont aidé les Mélanésiens à lutter contre la domination coloniale. Il y a des gens qui, tout à fait honnêtement, vont se sacrifier en tant que chrétiens parce qu'ils croient en l'amour pour leur prochain. Alors évidemment, il y en a qui sont des hypocrites. Quand on parle de la mère Teresa comme l'idole de la générosité, on n'oublie pas que la mère Teresa disait aux gens, mourrez, c'est Dieu qui vous a demandé de mourir comme ça. Qu'elle allait frelater avec le dictateur du Valais. Mais ce n'est pas la mère Teresa qui va nous empêcher de reconnaître qu'il y a des gens que personnellement je considère plus révolutionnaires que certains bachelors en Martinique, qui sont chrétiens et qui se sacrifient pour aller porter des repas régulièrement pour les SDF et qui sont sincèrement volontaires d'aider leur peuple. Donc, attaquer un symbole qui, pour ces gens-là, est profondément représentatif de leur foi, n'aide pas à la réconciliation du peuple martiniquais. Donc, si les gens qui ont fait un tel acte sont sincères, ils doivent réfléchir à ça. Et à aucun moment, nous, les autres, nous ne devons accepter que des serviteurs de l'ordre colonial prennent prétexte de cet acte-là pour discréditer l'ensemble du mouvement contre les symboles du colonialisme. Ça, c'est une tactique malhonnête, vicieuse. Si un mauvais chauffeur écrase un enfant dans la rue, on ne va pas dire que tous les chauffeurs sont des scélérats. Si un homme bat sa femme, on ne va pas dire que tous les hommes méritent d'être pendus et puis qu'on ne va plus vivre en couple. Non, il faut essayer de voir que cet acte-là doit être analysé comme quelque chose d'individuel ou de minoritaire qui n'engage pas la lutte fondamentale que nous menons pour détruire les symboles du colonialisme et nous libérer. Et alors, ne pas comprendre ça, c'est aider objectivement le pouvoir colonial et les classes dominantes, puisqu'ils vont gommer tout ce qu'on fait de positif pour ne parler que de ça et, disons, empêcher que nous nous rejoignions à cette lutte nécessaire. J'arrive à l'histoire de Gandhi, le buste de Gandhi. Je tiens à rappeler ici, pour ceux qui ne le savent pas, que bien longtemps avant ce mouvement où les militants déboulonnaient les statuts coloniales, il y a des années, tout de suite après qu'on ait installé le buste de Gandhi, il y a une propagande raciste qui a circulé et qui demandait qu'on enlève le buste de Gandhi.
Il n'y avait rien à voir avec l'histoire de négrophobe et d'anticolonialisme. C'était sur une base raciste. C'est Koulia qui fait mettre Michel là parce qu'il y a un coulis. Il faut que nous tirions ça là. Nous avons entendu ça. Alors, évidemment, nous combattons fortement ce type d'argumentation et qui est associé à la personne de Serge Letchimy. Et si nous avons toutes les raisons de combattre, mais durement les positions de Serge Letchimy sur la question des statuts, sur la question des relations avec la France et l'Europe, il y a suffisamment d'arguments sérieux pour le faire, pour aller colporter des arguments racistes. Je le dis pourquoi. Parce que peut-être que ces gens-là qui disaient cela à l'époque ont profité de l'action qui est menée là pour aller régler le compte du bus de Gandhi. C'est une hypothèse. Nous ne savons pas. Mais si ce n'est pas le cas, on revient à l'exemple qu'on nous avait dit pour Jésus-Christ là. Si c'est des gens qui croient qu'il est sincèrement, c'est un négrophobe, parce qu'effectivement, il a eu des propos négrophobes en Afrique du Sud. À ces gens-là, nous disons, mais vous oubliez quel ennemi vous avez. Nous devons cibler le pouvoir colonial. Nous devons renforcer l'unité du peuple martiniquais. Il ne faut pas chercher des cibles qui ne sont pas emblématiques. Gandhi n'a pas colonisé la Martinique. Gandhi n'est pas responsable de l'exploitation coloniale et de la traite des Noirs en Martinique. Quand on multiplie toutes sortes de cibles comme ça permet d'effacer la responsabilité de l'ennemi principal. Donc là encore, ça ne peut être qu'un acte individuel ou minoritaire qui ne représente pas l'intérêt bien compris du rassemblement martiniquais. Alors, ça nous amène à très rapidement parler des thèses concernant la négrophobie, parce que nous avons un combat à mener pour le droit, que les droits et la dignité des peuples noirs soient respectés. Mais il existe parmi les gens qui défendent cette thèse-là des personnes qui desservent la cause en masquant les questions de classe, en masquant la question de la domination coloniale et en ciblant uniquement sur la pigmentation. Nous avons entendu quelqu'un dire qu'un noir ne devrait être ni musulman ni chrétien parce que c'est des blancs qui ont inventé ces religions. Ça, ce n'est pas une thèse scientifique. C'est une thèse qui utilise la grille d'analyse raciste créée par les colonialistes pour servir des causes qui ne sont pas collectives. Le choix d'une religion ne vient pas en fonction de la couleur de la peau. Il y a des gens de toute origine ethnique dans toutes les religions. Alors, parfois, c'est par la violence. Ça a été imposé au départ, puis au fur et à mesure, les gens ont accepté. Parfois, ce n'est pas par la violence. Parfois, c'est parce que les gens sont convaincus. Par exemple, il y a eu tout un mouvement de noirs, de gens peau noirs, qui ont rejoint l'islam après les attaques en Irak et en Afghanistan. Pourquoi? Parce que ces gens-là voulaient rejeter la civilisation occidentale et qu'ils considéraient que les musulmans attaquaient la civilisation occidentale. Que les motivations soient juste ou pas erronées, ce n'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine le choix, c'est son statut, on a dit ça au début de l'émission, son environnement, son parcours historique, ses intentions, ses illusions parfois. Comment quelqu'un peut venir culpabiliser des gens parce qu'ils ont choisi telle ou telle religion? Celle que vous avez choisie pour dire ça, c'est sur quelle base? Certains veulent nous ramener à accepter des religions nées en Égypte. Ils ont le droit de choisir ces religions-là. Mais ils n'ont pas le droit de dire que ceux qui ne choisissent pas ça sont des aliénés, des chrétiens. Mais non, c'est ça. Ils reproduisent le schéma occidental dominateur, donneur de leçons,
et diviseur quant au fond des peuples, on doit accepter. Vous savez qu'il y a, on parle de chrétiens, etc., mais il y a 5500 religions dans le monde. 5500 religions. Alors, on va dire aux 5500 qui sont là, non, laissez ça, puis c'est de ma religion égyptienne qu'il faut venir, arrêtez. Donc, laissez les peuples, laissez les individus faire leur choix en fonction de leur parcours, respectez les idées des uns et des autres, tout en défendant vos convictions, et ceux qui veulent se rallier vont se rallier. Donc, sur la question des afro-descendants, des peuples noirs, je vous engage fortement à vous reporter à 3 émissions enregistrées, l'une sur le site Jikambout TV, donc www.jikambouttv.com, où Léon Sauveur lit le document concernant la mission des afro-descendants de par le monde. Et puis je vous invite à aller voir le Facebook, la page Facebook de Jik en Bout, où les interventions de José Mucré et de Jean Abol posent la question du panafricanisme et des concepts, des relations justement avec les luttes actuelles. Ça nous permettra de gagner du temps si vous allez consulter ces éléments-là. Alors, je passe au deuxième point de l'actualité nationale qui concerne les persécutions menées contre Kezia. Kezia, ce jeune militant qui a été agressé bestialement par 5 gendarmes, crâne fendu, mort de santé, coups partout, doigt dans l'œil pour essayer de les borgner, sexe écrasé, entouré de sales négros, etc. Et un arrêt maladie. Récemment, 3 médecins encore ont prolongé son arrêt maladie jusqu'au début septembre pour dire que les coups sont graves. Il a des avocats qui le représentent. L'État français, la justice française, envoie chez ses parents morts rouges le persécuter à plusieurs reprises pour le convoquer ou pour lui remettre des papiers. C'est du harcèlement. C'est ce qu'ils veulent avec Kezia, c'est de le faire condamner le plus vite possible pour que le procès qui est fait contre les brutes qui l'ont agressé vienne après et qu'ils aient la condamnation de Kezia pour dire, donc voilà, c'est établi qu'il avait attaqué des gendarmes. Et donc, on essaie à tout prix de pousser ce procès, ce qui ne pourra pas être fait d'ici le 27 octobre, pour dédouaner les brutes qu'il avait agressés. Et puis, il y a une deuxième manœuvre dans cette affaire-là, parce que quand ils vont tout le temps au Morne Rouge derrière la maman de Kezia, ils cherchent l'incident. Ils connaissent les Martiniquais, ils attendent à ce que des gens les accueillent et les agressent. Tout ça pour diaboliser. Heureusement, les militants conseillés par leur avocat ne tombent pas dans les erreurs. Mais c'est ce qu'ils essaient de bloquer cela. Parce que globalement, ce qu'ils veulent faire, c'est avec ces procès à répétition, faire oublier le problème principal. Des gens ont empoisonné notre peuple massivement. Ces gens-là font partie de la casse béquée avec le soutien du gouvernement français. Les protestations se développent. Le procès de ce chlordécone va finalement se faire alors qu'ils l'ont étouffé pendant 30 ans. Alors il faut jeter le peuple dans des combats, discréditer les militants pour qu'on ne parle pas de la question chlordécone. Et il nous faut détourner ce piège-là, déjouer ce piège-là en étant très lucide, très organisé dans la protestation contre les procès, mais en mettant en avant ces crimes qu'on veut cacher et en exigeant que les responsables soient identifiés et punis. Il ne faut pas tomber dans le piège de la protestation. Et il ne faut pas non plus tomber dans le piège de détournement idéologique de la lutte. Imaginez que quand ces militants ont commencé devant les supermarchés à dénoncer les responsables du chlordécone, petit à petit, on a construit
un vocabulaire. Les RVN, les rouges verts noirs. Donc ce ne sont plus des militants chlordécone, ce sont des RVN. Pourquoi appeler RVN des gens quand on n'appelle pas tout le peuple qui est d'accord pour le drapeau rouge vert noir, les RVN? Dimanche dernier, j'ai posé la question. Les milliers de personnes qui suivaient le cercueil de Aimé Césaire derrière un grand drapeau rouge vert noir, a-t-on dit à l'époque, les RVN accompagnent Césaire. Non, on fait ça pour associer le drapeau à ce groupe-là, comme on l'avait fait, c'était le drapeau Malsa, actuellement c'est le drapeau Leti Bougla, qui a manifesté. Et comme on va diaboliser les petits bonhommes, on les fait passer pour des voyous, eh bien, tout le monde a tourné contre le drapeau rouge vert noir, au point que quelqu'un qui a déclaré très récemment sur la savane, moi j'étais à fond pour le drapeau rouge vert noir, mais depuis ça, c'est Bougla qui a fait, pas pour ça encore. Donc le coup de l'administration française a réussi sur celui-là, pas sur tout le monde, bien sûr, heureusement, mais c'est une manœuvre à déjouer. Et à l'esprit humain, à la conscience humaine, il faut poser la question. Drapeau bleu, blanc, rouge là. Ils ont tenu en meilleur, ils ont tué, ils ont mis esclaves. En 1900, ils ont tué mon François, ils ont tenu bleu, blanc, rouge là. Le Pen et tous ces racistes là qui battent nègres en français, bleu, blanc, rouge. Ils n'ont pas qu'à dire, ah, je ne suis pas d'accord bleu, blanc, rouge là, parce que tout ça crime qu'a fait là. Mais parce que ils dit que c'est RVN qui a déboulé des statuts, je ne suis pas pour le. Ou pas très plus pour rouge, pourquoi tu es pris à la mode, mais pourquoi tu comprends que c'était le drapeau national. Donc il nous faut déjouer les pièges idéologiques et absolument comprendre que ce drapeau qui apparaît dans toutes les luttes, représente notre combat, nous donne de la force, de même que le tambour de Kezia qu'ils ont essayé de saisir. Et c'est ça qui les effraie. Parce qu'ils voient que le peuple se réunit autour du drapeau rouge vert noir. Ils voient que le peuple se réunit autour du tambour. Alors il faut à tout prix associer ces choses-là aux militants et faire en sorte que le peuple rejette ce qui l'unit, ce qui l'emmène vers la victoire. On va s'arrêter là pour ce qui concerne le national. On sera un petit peu plus rapide pour l'international. J'ai retenu 3 choses qui doivent amener à notre réflexion. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui a été omniprésent dans les médias cette semaine? C'est les mouvements en Biélorussie. Avant, c'était Venezuela. Après, c'était Hong Kong. Actuellement, c'est Biélorussie, le dictateur biélorusse. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que tous les journalistes français dans les grands médias passent en boucle les images de policiers biélorusses qui matraquent des manifestants en disant, ouais, voilà, la brutalité policière, ah, ceci, cela, hein, il s'accroche au pouvoir, et puis les chancelleries européennes envoient, ah oui, on va prendre des sanctions. Ces mêmes journalistes-là ont-ils passé la brutalité qui a concerné Kezia? Ces mêmes journalistes-là ont-ils donné une information cette semaine sur le procès qui va se faire le 27 août? Donc on voit bien que c'est de l'instrumentalisation, que ce sont des complices de la domination coloniale occidentale. Aux gens mal intentionnés, je dis tout de suite, il ne s'agit pas de remettre en cause les luttes du peuple biélorusse contre le gouvernement qui l'opprime. Il ne s'agit pas de ça du tout. Bravo, nous les soutenons. Il s'agit de dire que les Occidentaux soutiennent toutes les manifestations qui affaiblissent leurs ennemis stratégiques. Non seulement ils les soutiennent, des fois ils les organisent, ils paient des gens pour aller faire ça. Donc il nous faut savoir qui est derrière la manifestation, qui sont pour des véritables changements révolutionnaires, avant de nous laisser berner par la propagande et qui ne nous montre que cela et qui se tait sous d'autres manifestations. D'autant plus que la Biélorussie, ce n'est pas un hasard. La Biélorussie est partenaire de la Russie. Et il se prépare
à affronter la Russie. Vous savez que la Pologne, à côté là, avait déjà une série de boucliers antimissiles qui se préparent à la guerre contre la Russie. Cette semaine, Trump a signé un arrêté pour envoyer 1000 soldats américains renforcer les 4500 qui sont déjà en Pologne. Ça veut dire qu'ils se préparent à la guerre. Et la Biélorussie, c'est un allié de la Russie. C'est pour ça d'ailleurs que le président biélorusse appelle Poutine. Oui, regardez, si nous m'en tombons, vous pouvez tomber aussi. Donc, il ne faut pas nous laisser piéger par le fait que ces gens-là parlent de ces manifestants, puisque cette semaine-là, il y a eu d'autres pays où il y a eu des manifestations, ils n'ont pas parlé. Où ils en ont parlé très gentiment. Côte d'Ivoire. Le Ouattara que l'armée française a installé après avoir pris par la peau du cou le président Gbagbo pour l'emmener devant la communauté, la Cour pénale internationale, qui d'ailleurs l'a acquitté. Et qu'on essaie d'empêcher d'entrer dans son pays. Donc, ce monsieur Ouattara, il décide de se représenter au présidentiel alors que la Constitution dit pas plus de 2 mandats, il les a déjà fait. Il y a des manifestations. Il y a eu 5 morts. Quand vous lisez la presse ou vous entendez les médias, il y a des violences. Les violences ont fait 5 morts. Jamais on ne dit le gouvernement Ouattara a tué cette personne dans des manifestations pour s'accrocher au pouvoir. Ouattara veut être président à vie, c'est ce qu'il disait en ce qui concerne le Venezuela. Jamais vous n'allez voir sur les médias occidentaux la vidéo publiée par un commandant de l'armée ivoirienne qui appelle tous les soldats à faire corps contre cette décision de Ouattara qui ne respecte pas la Constitution. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Donc, comme c'est le précaré français, on informe, mais de façon ouatée, de façon à ce que personne ne soutienne la lutte du peuple ivoirien et n'exige départ et sanctions et en ce qui concerne le fameux Ouattara. Alors, ça, c'était la première information pour l'international. La deuxième concerne la pandémie, coronavirus, ça revient, on va prendre des sanctions. Il y a tellement de vidéos qui circulent pour dénoncer la magouille qu'il y a derrière ça que je ne vais pas tellement m'étendre, sauf que attirer l'attention, c'est qu'il y a des gens qui font des vidéos, qui ne connaissent rien, qui disent n'importe quoi, parce qu'on peut dire n'importe quoi sur YouTube. Mais il y a une réalité, c'est que le laboratoire, le lobby plutôt, des laboratoires et pharmaceutiques, est appuyé par les gouvernements qui veulent à tout prix empêcher que les gens soient soignés, tout simplement. On se souvient de la campagne contre la chloroquine. Et empêcher que les gens soient soignés et attendre qu'un laboratoire occidental vende un vaccin pour obliger les gens à se vacciner et qu'ils fassent des milliards en plus. Mais il se trouve que la Russie a fini des expérimentations d'un vaccin et dit voilà, j'ai un vaccin fiable, j'ai passé toutes les étapes. Le président Poutine dit ma fille l'a reçu et nous sommes prêts à vendre. Olivier Véran, donc le ministre français, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Tout le monde montre que non, on ne sait pas sûr, c'est pas fiable. Parce qu'il s'agit d'empêcher les gens de se tourner vers le vaccin russe en attendant que le vaccin occidental soit mis sur le marché. Alors, toutes les démagogies, les propagandes qui se développent sur cette question-là nous montrent que nous avons à nous détacher des seules directives gouvernementales pour prendre en main notre santé, voir nous-mêmes quelles sont les mesures, quelles sont les conditions qui vont nous protéger, d'autant plus que aucune des mesures prises par le gouvernement ne pose les problèmes de fond, à savoir les conditions de vie dans les quartiers populaires qui favorisent la circulation du virus, la destruction des services hospitaliers qui privent les gens d'espace de proximité et de soins et de personnel, la destruction des services d'éducation qui pourraient appeler les gens au civisme, à accepter des masques quand il le faut, etc. Tout cela n'est pas réglé. Donc,
On va revenir sur ça, cette histoire. La dernière information que je fais rapidement concerne, on avait déjà parlé de ce problème dimanche dernier, les questions de réseaux sociaux, de nouvelles technologies d'information, mais c'est fait. Trump a signé un décret pour interdire la possibilité d'entreprises américaines de collaborer avec TikTok, donc pour de fait interdire la circulation de TikTok, qui était un espace où beaucoup de gens faisaient des vidéos, il y avait une certaine, entre guillemets, liberté de choix ou d'expression qui gênait la mainmise états-unienne. Et j'ai choisi de finir par cela pour, encore une fois, attirer l'attention sur la fragilité de ces nouvelles technologies, sur leur possibilité d'être contrôlés ou espionnés. Vous avez vu que de plus en plus de gens voient leur compte YouTube est fermé, voient leur page Facebook interrompue, que même leurs conférences, même leur messagerie est bloquée. Dès qu'un mot, dès qu'une idée ne correspond pas à la pensée unique, donc il nous faut absolument utiliser ces moyens-là tant que nous pouvons le faire, et beaucoup de révolutionnaires le font, et de militants le font avec vraiment succès. Il nous faut appuyer sur le champignon pour utiliser tant que nous pouvons, mais il ne faut à aucun moment sous-estimer la nécessité de s'organiser physiquement, d'avoir des réseaux parallèles où la communication humaine, les prises de décisions importantes puissent être prises sans être espionnées et contrôlées. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour cette émission-là. Et donc, là maintenant, on va passer à la deuxième partie où Thierry va nous donner quelques indications sur la situation en Martinique. Mettez nos bouts, parlez de nos chimères, on a